Salut à tous, c'est Nozman. Est-ce que vous pensez avoir déjà été exposé à la radioactivité d'une catastrophe nucléaire? Oui, non. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la catastrophe de Tchernobyl. Honnêtement, cette histoire, elle est incroyable. Il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants et impressionnants qui se sont passés lors de cette histoire. C'est absolument dingue, je vous le dis tout de suite. Donc vous le savez, Tchernobyl, énorme catastrophe nucléaire. Beaucoup de gens ont été contaminés, beaucoup de gens ont été touchés par les radiations. Et c'est pour ça que je vous demande si vous pensez avoir déjà été touché par les radiations d'une catastrophe nucléaire. Parce que vous le savez, en France, aucun accident grave ayant eu des conséquences radiologiques sur la population n'a eu lieu. Mais pourtant, pas besoin d'avoir une catastrophe nucléaire chez nous en France pour avoir un risque d'y être exposé. Par exemple, si vous décidiez là maintenant tout de suite d'aller faire une sieste dans les prairies de haute altitude d'Alpes du Sud, eh bien vous pourriez vous poser sur un des mètres carrés où il y a encore une activité supérieure à 100 000 becquerels par mètre carré. Alors bon, une exposition de quelques heures qui se traduirait chez vous par une dose de quelques dizaines de microsieverts, soit l'équivalent d'un vol aller-retour Paris-Marseille, donc a priori ça va. Mais, quand même, la raison c'est qu'au-dessus de ces montagnes où il pleut régulièrement, les composés d'un nuage radioactif s'y sont particulièrement déposés il y a 37 ans. Vous voyez où je veux en venir. Ce nuage, c'était celui de Tchernobyl, et c'est de cette catastrophe nucléaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Nous sommes la nuit du 25 au 26 avril 1986, et dans quelques heures, la centrale nucléaire Vladimir Ilyich Lénine, située à 16 km de Tchernobyl, va rentrer dans l'histoire, car son 4e réacteur va exploser, causant le plus grave accident nucléaire au monde. Le programme de la journée pourtant, c'était pas ça. Non, en fait, ils ont plutôt commencé par une réduction de puissance pour un test de sûreté qui devait être mené. Mais à 13 h pourtant, à cause d'un problème sur une autre centrale, le distributeur a demandé à ce qu'il soit maintenu à mi-puissance. Et ce n'est qu'à 23 h que la baisse a pu reprendre. Et le problème, c'est justement qu'elle a trop bien repris. Pour commencer, une décision a donc été prise, celle de retirer la quasi-totalité des barres de contrôle. Ouais, celle-là même dont le rôle est de diminuer le nombre de réactions. Un move un peu bizarre qui n'entraînera pas tout de suite une forte hausse de radioactivité, et c'est dans ces conditions qu'à 1 h 23 minutes et 04 secondes, l'essai était lancé. Et surtout que tout va commencer à déconner vénère. Vraiment. En fait, pour les besoins du test, les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine se sont fermées. Dans le cœur, la température, elle monte. Là, les fissions commencent à se multiplier. Et pire, elles commencent à se multiplier de manière incontrôlable. À 1 h 23 minutes 40 secondes, c'est la panique. Le bouton d'arrêt d'urgence est pressé, les barres de contrôle sont lâchées, mais elles n'arrêteront pas la réaction en chaîne. À 1 h 23 minutes 44 secondes, 4 secondes après, trop de vapeur s'est accumulée dans le réacteur. La dalle de milliers de tonnes qui le recouvre se soulève. Et là, c'est l'explosion. Et pour comprendre comment la centrale de Tchernobyl s'est transformée en une énorme cocotte minute dont le couvercle a explosé, il faut déjà comprendre comment elle fonctionnait, cette centrale. Comme toutes les centrales du monde, son objectif c'était de faire chauffer de l'eau pour la transformer en vapeur. Car c'est elle, la vapeur, qui est chargée de faire tourner les turbines qui produiront l'électricité. Une vapeur obtenue grâce à la chaleur produite par la fission nucléaire. Et pour ça, c'est sur l'uranium-235 qu'on a l'habitude de compter. Car lorsqu'il est frappé par un neutron, cet élément naturellement fissile va perdre sa stabilité. Du coup, il va se casser. Et hop, à ce moment-là, vous obtenez 2 noyaux toujours instables. De nouveaux neutrons et un max de chaleur. Les neutrons libérés peuvent à leur tour casser d'autres noyaux, décharger de l'énergie et libérer d'autres neutrons. Ça, c'est la réaction en chaîne. Et comme la puissance d'un réacteur est directement proportionnelle au nombre de fissions, eh bien elle, il faut la contrôler. Et la technique, du coup, à ce moment-là, c'est de contrôler le nombre de neutrons qui sont à l'origine des fissions dans le réacteur. Un contrôle qui est notamment rendu possible grâce à des absorbeurs de neutrons. Exemple, les barres de contrôle qui ont été enlevées. À l'inverse de toutes les centrales du monde par contre, cette centrale dite RMBK, qui en plus avait des barres hyper lentes à actionner, eh bien c'est avec un coefficient de vide positif qu'elle fonctionnait. Et ça veut dire que lorsqu'un vide était créé à cause d'une grande évaporation de l'eau, sa puissance ne chutait pas automatiquement comme c'est le cas sur toutes les autres centrales. Non, à Tchernobyl c'était juste le contraire, elle l'augmentait. Le problème, c'est qu'en plus de ce défaut de conception, qui n'était d'ailleurs pas le seul, tous ces différents facteurs n'auraient pas été très bien maîtrisés par l'équipe. Ouais, parce que d'après le scénario qui a le plus de probabilité d'avoir mené à la catastrophe, à cause de la demande du distributeur, c'est l'équipe de nuit moins expérimentée qui aurait conduit l'essai. Résultat, il n'aurait vraiment eu aucune chance de détecter cet autre absorbeur à neutrons qui se serait accumulé au cours de la journée dans le réacteur. Ouais, parce que lorsque la mi-puissance a été exigée par le distributeur, eh bien du xénon 135, un produit de fission de l'uranium, aurait justement eu l'opportunité de se multiplier dans le réacteur. Lorsqu'ils auraient essayé de remonter sa puissance, du coup, eh bien c'est ce méga absorbeur à neutrons qui les en aurait empêchés. Enfin ça, jusqu'à ce qu'il s'épuise progressivement en quelques heures. Et lorsqu'il aurait cessé de bosser, c'est là que ça aurait fait mal. Car ajouter à ça un débit plus lent des pompes du circuit de refroidissement mis en place pour le test, ou encore l'entrée dans le cœur d'une eau légèrement plus chaude, eh bien hop, vous obtenez une augmentation du nombre de neutrons, du nombre de fissions et surtout une augmentation de la puissance du réacteur. Une augmentation de la réactivité qui, selon World Nuclear Association, pourrait également avoir été favorisée par l'insertion des barres lors de la tentative d'arrêt d'urgence.
La raison, c'est que si elle était principalement faite de bore, donc un très bon absorbeur à neutrons, leur pointe, elle aurait été en graphite. Et lui, c'est pas un très bon absorbeur à neutrons, tu vois. Il s'en bat les steaks un peu. Pire, en fait, il est même plutôt doué pour augmenter la réactivité, ce bâtard. Toujours est-il qu'à 1h23 minutes et 44 secondes, eh bien le cœur était à l'air libre et que sous l'augmentation de la température, le graphite avait pris feu. On était le 25-26 avril et les rejets vont durer jusqu'au 5 mai. Alors dans les mois qui ont suivi la catastrophe, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Un sarcophage a été construit autour du réacteur. Et tout autour de la centrale, une zone d'exclusion de 30 km de rayon a été instaurée. Mais tout ça, c'était bon qu'à limiter les dégâts, car la majorité des émissions, c'est pendant l'explosion et les incendies qu'elles ont eu lieu. En 10 jours, c'est carrément 12 milliards de becquerels qui sont partis dans l'environnement. C'est énorme. Et à titre d'information, ce chiffre, si vous le divisez par 30 000, eh bien vous obtenez l'ensemble des rejets radioactifs émis par toutes les centrales du monde cette année-là. Lors de l'explosion, c'est d'ailleurs un max d'éléments radioactifs qui ont été relâchés dans l'air. Parmi les plus dangereux, il y avait l'iode 131, le strontium 90 ou encore le césium 137 qui ont respectivement des demi-vies de 8 jours, 29 et 30 ans. Du coup, vous vous en doutez, ces deux derniers, ils y sont encore, clairement. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire à l'organisme lorsqu'on est exposé à une dose très importante, bah ça a vraiment de quoi faire flipper, genre c'est horrible. Car si le premier est connu pour causer de probables cancers de l'os ou des leucémies, eh bien le second, c'est un autre délire. En se substituant au potassium qui est présent au sein de toutes nos cellules, ce grand malade, il est capable de s'attaquer à l'intégralité de notre corps. Et c'est aussi celui qui voyage le plus loin. Super. Alors si une surveillance sanitaire a été instaurée, bah pour certains, évidemment, c'était déjà trop tard. Ouais, parce qu'au moment où Tchernobyl a explosé, dès les premières heures déjà, 2 personnes sont mortes. Et 134 autres, pompiers et personnels de l'usine, ont développé un syndrome d'irradiation aiguë. Donc c'est cette maladie induite par une super forte dose de radioactivité qui peut totalement vous niquer, mais alors vraiment ça vous termine. Tellement en fait que dans les mois qui ont suivi, ça a tué une trentaine d'entre eux, une liste qui s'est d'ailleurs encore allongée. Car durant la période 1987-2006, 19 autres sont décédés des séquelles de leur syndrome. Bon, est-ce que vous pensez que c'est terminé ? Non, car jusqu'en 90, c'est 600 000 liquidateurs qui ont été embauchés pour intervenir sur le site. Et tous ont eu droit à leur dose de radioactivité. En moyenne, on estime qu'ils auraient été exposés à 0,1 sievert. Et à titre de comparaison au 0,1 sievert, bah c'est comme si vous décidiez d'aller faire 11 scanographies d'un coup. C'est pas bien quoi. Et si c'est quand même beaucoup moins que le premier groupe, eh bien en 2008, au moins selon l'UNSCIR, ces personnes étaient toujours exposées à un risque pour leur santé. Mais pour le moment, sachez-le, rien n'est prouvé, car il n'existe aucune preuve scientifique solide qui atteste sans ambiguïté d'un impact majeur sur la santé dû à Tchernobyl dans cette population. Idem pour les conséquences à long terme de l'exposition de la population au césium 137 et au strontium 90. Pour le moment, aucune preuve ne permet de démontrer que ces produits radioactifs ont augmenté le nombre de pathologies des personnes qui résidaient dans la région. Par contre, l'iode 131 dont je vous parlais tout à l'heure là, ça c'est une autre histoire. Car ce produit radioactif qui est connu pour causer des cancers de la thyroïde en se fixant exclusivement sur cet organe, un petit vicieux celui-là encore, eh bien pas de doute lui, il a fait des dégâts. Car ok, il a une demi-vie de 8 jours, c'est pas beaucoup, mais dans les faits, pour nous défoncer bien comme il faut, l'iode 131, il a un atout non négligeable, c'est tout simplement qu'il se transmet super bien à l'homme par le biais de produits contaminés. Et là tu marches dans la centrale, paf c'est contaminé, ah, allô bonsoir, et hop. T'es mort. Bon là, niveau produits contaminés, je pensais plutôt à du lait par exemple, pas à ça, là, non, ça c'est pas... Voilà. Mais du coup, le lait, c'est un problème quand on sait que cette substance est susceptible de provoquer des cancers de la thyroïde chez des personnes qui consomment de ce produit, à savoir pas les adultes qui ont une glande thyroïde qui se développe ultra lentement, mais bel et bien les enfants. Et après la catastrophe de Tchernobyl, une chose est sûre, l'iode n'a pas raté son coup car pour la période 1991-2005, c'est pas compliqué, plus de 6500 cancers en excès ont été diagnostiqués chez les personnes qui avaient moins de 18 ans durant les faits. Et pire, environ 15 en seraient morts. Et attention parce que les enfants sont pas les seuls à en avoir bavé, car vous vous en doutez, dans la zone d'exclusion, eh bien l'environnement, lui, ce qu'il y a autour, il a vraiment bien morflé. Car c'est notamment là que les plus gros rejets radioactifs lors de l'explosion se sont écrasés. Après l'explosion dans la zone, la contamination a atteint tout de suite son pic. Des millions d'hectares de forêts, de terres agricoles ou encore de rivières ont été contaminées. Et même si la contamination a rapidement baissé, notamment grâce à la disparition d'un max d'éléments à demi-vie courte, de la croissance continue des végétaux ou encore de l'absorption des substances par les sédiments, eh bien la zone reste aujourd'hui fortement contaminée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de zone d'exclusion, tu n'y vas pas en fait. Un petit mémo qu'il aurait peut-être fallu faire passer aux animaux qui y vivent, je sais pas, car leurs bébés à eux, après la catastrophe, ils sont malheureusement parfois nés avec des malformations. Exemple, les hirondelles rustiques qui, selon une étude datant de 1997, ont eu un temps plus de chances de naître partiellement albinos. Mais vous savez, ce nuage dont on parlait au début, il a pas fait que rester au-dessus de la centrale. Non, non, il a bougé le truc. C'est un nuage après tout, il fait ce qu'il veut en fait. Et d'ailleurs, en récupérant 60% de la radioactivité totale rejetée, c'est l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie qui ont été les plus touchées. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les masses d'air, après, elles ont pris une autre direction, c'est celle de l'extrême ouest Europe, tu vois, un peu là où on est en fait. Donc jusqu'à l'Italie ou encore la France. Et là, je parle bien de ce nuage qui, selon la rumeur de l'époque, se serait
arrêté à nos frontières, tu vois. On nous avait dit ça. Non, mais il a pas passé la frontière. Tranquille, il a pas de passeport en fait, peut-être. Je sais pas. Il s'est fait rejeter à la douane en fait, peut-être. Breaking news, sachez-le, cette phrase, eh bien en fait, personne ne l'a jamais prononcée. C'est une légende urbaine. Dès le 1er mai, Pierre Pellerin, directeur du SCPRI, communiquait sur l'augmentation de la radioactivité sur l'ensemble du territoire. Donc chez nous en fait, précisément. Et le 6 mai, une dizaine de jours donc après la catastrophe, eh bien c'était au tour du gouvernement d'enfin prendre la parole. Et là en fait, il a bien confirmé que le nuage avait survolé la France. Enfin ça, même s'il a ajouté que le territoire avait été épargné par les retombées de radionucléides. C'est peut-être ça qui a été déformé avec le temps, genre le nuage il a pas passé la frontière, tout ça. Ça c'était une petite phrase qui pour le coup était fausse, parce que la France a été impactée, c'est bel et bien l'est de la France qui a été le plus impacté, et dans les massifs des Vosges, du Jura, des Alpes du Sud et de la Corse, eh bien on continue d'ailleurs de le sentir passer. Car en 2013-2014, l'activité en césium-137 y était encore supérieure à 10 000 becquerels par mètre carré. Et ça c'était juste quand même 8 fois plus que la moyenne des sols français, donc oui, on n'a pas été épargné. Mais si ce taux est quand même supérieur à celui de la radioactivité naturelle, eh bien, pas de panique, il serait quand même trop faible pour poser un vrai problème sanitaire. Enfin ça, si on oublie quand même une chose, c'est que dans les Alpes du Sud, il y a quand même quelques mètres carrés où je foutrais pas les pieds à plus de 100 000 becquerels par mètre carré. Donc bon, posez pas une tente 2 secondes là-bas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce qui a fait un peu flipper les autorités sanitaires par contre, c'est l'iode 131. Ce petit bâtard là. Je te regarde dans les yeux, l'iode. Fais gaffe. En fait, la raison, c'est qu'après la catastrophe, certains Français y ont été exposés. Et aussi que ces 30 dernières années, la courbe des cancers de thyroïde en France s'est un peu envolée quand même. Mais selon l'INVS, l'ancêtre de Santé publique France, le coupable, c'est pas le nuage de Tchernobyl. Donc non, en fait, dans la très grande majorité des cas, c'est juste l'amélioration des diagnostics qu'on fait des cancers de la thyroïde en fait. Ça n'empêche pas que quelques rares cas ont quand même pu être liés à cet accident. Bon, vous en doutez, cette catastrophe, le monde nucléaire n'en est pas sorti indemne. Non, en fait, après Tchernobyl, un grand ménage a été fait. Exemple, les réacteurs RMBK, qui étaient uniquement présents en URSS, après que des efforts internationaux aient permis d'identifier leurs principaux défauts, eh bien ils ont été remis à niveau, une petite mise à jour upgrade, hop là c'est bon. Et dans la foulée, la gouvernance des risques à l'échelle internationale, européenne ou encore nationale a également eu droit à un petit ravalement de façade, cadeau. Des changements qui n'empêchent pas certains de craindre tout de même un Tchernobyl épisode 2, et ça encore plus lorsque des bombes volent au-dessus de la centrale Zaporizhzhia en Ukraine. Enfin ça, même si d'après l'experte à qui on a parlé pour réaliser le script de cette vidéo, eh bien un accident du type Tchernobyl y est quand même impossible. D'ailleurs, rassurez-vous, d'après la World Nuclear Association, le risque d'accident majeur dans une centrale nucléaire est assez faible. Ouais, parce qu'en plus d'avoir été pensé pour éviter ce type de scénario, les centrales françaises par exemple, c'est avec un coefficient de vide positif qu'elles fonctionnent. Enfin ça, évidemment, même si le risque zéro n'existe pas, bien sûr, un argument qui est d'ailleurs repris par les personnes qui veulent dire ciao au nucléaire, ça est aussi celui de la gestion des déchets. Une position à laquelle certains répondent que sans cette énergie décarbonée, eh bien sauver la planète va être quand même très compliqué. Et dans tout ce débat, un élément ne doit pas être oublié, c'est que peu importe la voie qu'on décidera d'emprunter, pour avancer, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra compter sur la carte de la sobriété. Et ça veut dire commencer dès maintenant à réduire sa consommation d'énergie, et surtout celle qui vient du charbon et du pétrole. J'ai craché un truc là, pardon. Et ça c'est quand même un point qui devrait mettre tout le monde d'accord. Pas que j'ai craché, le truc que j'ai dit avant. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un gros morceau, vraiment. Merci à tous de l'avoir suivi. Et surtout, merci beaucoup à Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en physique nucléaire pour le CNAM. Merci beaucoup pour ton aide durant l'écriture de cette vidéo. Sachez que vous, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir cette vidéo en mettant un petit pouce en l'air, la partager, vous abonner pour ne jamais rien louper. Vous connaissez la chanson. Moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!